Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans l'Atelier 11, l'émission des sociaux engagés du média qui vous propose d'explorer un petit peu les coulisses du média, de faire connaissance avec les salariés du média, les journalistes et aussi les autres membres de l'équipe. Alors ce soir, c'est une soirée un petit peu particulière puisque, comme vous pouvez le remarquer, ce n'est pas Antoine qui fait l'entame de l'émission, mais Antoine n'est pas loin, il est dans l'aspect technique de la chose. C'est une émission qui va vous proposer de faire connaissance avec non pas un journaliste du média, mais avec deux journalistes femmes du média et une socio-pilier du média depuis le début et très présente sur le forum. Alors, je vous présente donc ce soir à côté de Michel qui va animer cette émission, qui doit être au-dessus de moi, si j'ai bien compris. Coucou Michel. Bonjour. Ça va bien? Ça va, merci. Bon. Donc, je vous propose de faire connaissance avec Maud Lerest, donc, qui est une des journalistes du média, qui est à l'antenne depuis assez peu de temps, hein, qui est arrivée cette année, si je ne me trompe pas. Voilà, Oui, mais que vous avez déjà vu à l'écran, dont vous avez déjà pu lire des articles sur le site du média. Et puis, nous accueillons aussi Jade Duhong, que les sociaux ne peut-être pas encore tous vus, puisqu'on la voit surtout sur Instagram, où elle a fait des interviews en live sur ce réseau. Donc les sociaux qui suivent le média sur YouTube ou sur le site média ou sur Facebook n'ont peut-être pas encore eu l'occasion de la voir. Je vous invite vraiment à aller voir aussi sur Instagram ce qu'elle a fait, puis elle nous dira aussi ce qu'elle fait par ailleurs. Et enfin, nous allons accueillir aussi Adèle, alors connue sous le nom d'Adèle Degouche sur le forum, qui est donc une socio de la première heure du média, socio-fondatrice, je pense. C'est ça, Adèle? Bonsoir. Adèle a été un petit peu de toutes les aventures collectives parmi les sociaux. Elle a participé à la modération du forum. Elle a été parmi les sociaux qui ont initié la newsletter des sociaux du média. Elle a aussi été une des initiatrices de notre petit groupe là, des sociaux engagés, de l'atelier du forum, etc. Elle a participé aussi au projet coopératif. Donc voilà, elle est un peu sur tous les fronts concernant les médias. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est une émission qui va être très féminine ce soir, puisque nos invités sont engagés dans les questions liées au féminisme, au sexisme, etc. Et donc, je ne vais pas rester là plus longtemps en fait à tenir la parole. Je vais m'éclipser et laisser mesdames nous expliquer un petit peu leur engagement en général. Et puis au sein du média, on va commencer, je crois, par le parcours de nos deux invités journalistes. Voilà, donc Michel et Adèle, je vous laisse la main maintenant. Merci Serge. Donc je vais prendre la parole pour commencer à parler un petit peu du parcours. On va peut-être commencer par le parcours de Jade. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Et donc Jade, tu as fait un DUT d'information communication option journalisme à l'IUT de Lannion. Comme tout le monde sait, c'est dans les Côtes d'Armor. Oui, j'y suis. Et est-ce que tu es encore étudiante à l'IUT de Lannion? Oui, je suis à la fin de ma deuxième année, là, c'est pour ça que je suis aux médias en ce moment. Je suis en stage de fin d'année de DUT. Et puis à la rentrée, j'entamerai une licence professionnelle à l'IUT de Lannion toujours. D'accord. Alors, j'ai vu qu'en peu de temps, tu as fait quand même pas mal de choses. J'en ai noté quelques-unes. Tu as fait notamment un stage à France Télévisions, au JT de France 2 et de France 3, ainsi qu'à l'émission C'est dans l'air de France 5. Oui, comment alors c'était ce c'était mon stage? tout premier stage en première année de journalisme. Ça a duré pas longtemps, ça a duré 2 semaines. Et en fait, comme j'étais au sein de France Télévisions, ils me laissaient un peu d'autonomie. Donc, j'ai pu voir le JT de France 2 en participant à des tournages de sujets d'actualité. Et de France 3 aussi, vu que c'est dans la même structure. Et comme le plateau de C'est dans l'air sur France 5 et aussi à France Télévisions, j'ai pu aider à faire quelques installations et voir comment ça se passait. Ok. Et alors, tu es aussi correspondante à Ouest France et tu fais des articles régulièrement? Je l'ai été pendant 1 an lors de ma première année de DUT, mais du coup, avec le confinement, j'ai décidé d'arrêter d'être correspondante là-bas.
Mais je faisais des articles sur la vie étudiante, principalement à Lannion, pour pouvoir aider un petit peu l'Ouest France. Comme être étudiante, c'est toujours plus facile pour avoir un contact avec les sources étudiantes. Donc, Alors, Jade, tu nous as fait un stage à BFM TV, raconte. Ah oui, donc j'ai fait un stage de 2 semaines à BFM TV. Donc c'était cette année. De base, j'avais juste envoyé ma candidature comme ça et en fait ils m'ont répondu très vite. Donc je suis allée au sein du pôle JRI, donc des journalistes reporters d'images. C'était plutôt un stage d'observation, je n'ai pas vraiment filmé. J'ai participé à des reportages, donc je posais les questions, j'ai joué un peu le rôle de rédactrice. Mais j'ai pas passé énormément de temps là-bas et ça m'a montré un peu le fonctionnement de cette rédaction en info continue et puis ça m'a permis aussi de rencontrer des journalistes sur place. Donc ça s'est très bien passé et voilà. À part ça, tu es aussi chroniqueuse à Radio Tuyou dans l'émission Balance ta voix. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors Radio Talk to You, c'est une radio étudiante à l'UT de Lannion. Et en fait, il y a plusieurs émissions dans cette radio et il n'y avait pas d'émission sur le féminisme et le genre et la sexualité. Du coup, pendant le confinement, comme il n'y avait un peu rien à faire, j'ai décidé de créer cette émission. Donc, c'est une copine qui m'a donné l'idée du nom, donc ça s'appelle Balance ta voix. Donc, chaque jeudi soir, pendant toute l'année, donc là, c'est arrêté comme j'ai plus de cours, on faisait une émission de 2 heures avec plusieurs invités autour d'une problématique. Donc, par exemple, la pornographie, on a invité des actrices pornographiques. On parlait de l'enjeu du féminisme et de la pornographie. On a eu des émissions sur les droits LGBTQIA+ en France aussi, avec des personnes concernées. Et voilà, on faisait une petite émission autour de plusieurs sujets où on donnait nos avis, où on donnait des faits d'actualité sur le sujet, où on traitait plusieurs problématiques. D'accord. Et tu as aussi une autre expérience alors, c'est avec des podcasts avec Radio Brest, la petite lanterne, c'est ça? Alors, chaque année à l'UT, on a des semaines d'ateliers radio, télé et presse écrite qui font qu'on valide notre année ou pas. Et en fait, donc moi, je suis en spécialisation télévision, radio. Et dans le cadre de la semaine d'atelier radio, avec Radio Crèce-Brèze, on a pu animer l'émission La Petite Lanterne, qui est d'habitude animée par Morgane Large. Et donc, j'ai pu faire des reportages avec pour thème l'insertion, qui était notre thème de cette année. J'ai également fait des reportages en télé pour TBO sur ce sujet. Et du coup, voilà, on a fait plusieurs reportages sur ça. J'ai essayé de faire sur les violences conjugales et sur notamment les collectes de vêtements pour les personnes, pour les femmes victimes de violences conjugales à Lannion qui décidaient de quitter leur logement et donc qui n'avaient plus rien avec elles. Donc, il y a des collectes qui sont organisées par plusieurs associations à Lannion. Tu es rédactrice d'articles d'un magazine mexicain, La Presse. Donc, tu fais des articles sur le féminisme en France et la condition des femmes dans le monde. Tu le fais toujours? Oui, alors je suis rédactrice depuis octobre là-bas. Donc, c'est comme si j'étais correspondante France pour ce magazine. C'est du bénévolat. Et en fait, je fais, oui, des articles donc, sur le point de vue féministe en France. Et je le fais toujours. Donc, c'est un article par mois, parce que c'est un magazine par mois. Et du coup, voilà. Donc, là, le dernier en date, c'était sur le droit à l'avortement en France. Parce qu'au Mexique, ils n'ont pas le droit à l'avortement. Et j'ai anglais aussi un peu sur le droit des femmes à ne pas avoir d'enfants en France. Et j'ai interviewé des femmes qui ont décidé de subir des opérations pour ne plus avoir d'enfants, dont une de 19 ans. Et du coup, voilà. D'accord. Je termine juste sur une petite chose, c'est que tu es aussi entraîneuse de gymnastique artistique féminin. J'ai pratiqué la gymnastique pendant 14 ans. Et en parallèle, pour mon club, j'étais entraîneur bénévole. Donc, j'aidais à entraîner des groupes de jeunes filles de 6 à 8 ans. Et je jugeais des compétitions de gymnastique, donc j'ai passé le diplôme et puis voilà, j'ai aidé un peu mon club sur ça. Voilà, j'ai oublié quelque chose d'important dans ton parcours? Non, rien, franchement, c'était parfait. On va passer à Maud. Hein. Alors, tu es passée par France Info, Allô Docteur? Oui. Tu es passée par CNN, puisque tu as vécu un peu aux États-Unis. Le Monde des religions? Oui. Tu es passée aussi par Brut. On peut reprendre alors par rapport au monde des religions, ça m'a intéressé puisque tu as été lauréate d'un prix pour l'article Vaccination
mouvements religieux à l'origine de la méfiance anti-vaccin. Ouais. Alors, c'était C'est ça. pour Allo Docteur, cet article-là, pour le coup. C'était pas pour le monde des religions. Alors, en fait, ce papier-là, c'était un entretien avec la chercheuse Lucie Guimier. En fait, c'était le rapport de la Miviludes qui était paru en 2018 ou 2019, je sais plus. Donc, qui est la mission interministérielle sur la vigilance par rapport aux sectes. Donc, je l'avais lu et j'avais trouvé une étude super intéressante qui retraçait les débuts de l'épidémie de rougeole des années 2000-2008 en France. Et cette chercheuse, donc en géopo, Lucie Guimier, avait remarqué que ça partait d'endroits où l'anthroposophie, qui est une secte, était fortement implantée, et d'autres endroits où la fraternité Saint-Pédis, qui est une extension du catholicisme extrémiste, intégriste, était implantée aussi. Et bref, elle déroulait là-dessus. C'était très sociologique aussi. Ce qui était très intéressant dans cette thèse-là, c'était que un mouvement qu'on va dire très à gauche et un autre très à droite se regroupaient finalement complètement dans leurs croyances, dans leur méfiance par rapport au vaccin et dans leur croyance que le corps peut tout résoudre tout seul. Et voilà, et c'est super intéressant. Et on est devenus copines par ailleurs avec cette chercheuse. Et puis de temps en temps, on voit du coup. Voilà. On peut faire le lien avec la situation actuelle sur l'influence de ces milieux intégristes, sectaires, par rapport à la perception de la pandémie actuellement et au vaccin. La France, c'est le pays d'Europe le plus défiant par rapport à la vaccination. On a vraiment un gros problème par rapport à ça et c'est vraiment inscrit pour le coup dans notre ADN national. Ton article faisait vraiment bien le lien entre ce rejet du vaccin et les phénomènes religieux intégristes ou sectaires, quoi. Ça me fait penser un peu le fait qu'il y ait une espèce de... Ça se rejoigne comme ça entre l'extrême droite et puis un côté plutôt à gauche dans le monde un peu alternatif. Tout ça, ça me fait penser un peu à la personnification, en tout cas, c'est Thierry Casasnovas, qui a vraiment un discours sur les femmes absolument hallucinant et rétrograde. Il rassemble ces deux parties et en ce moment, c'est vrai qu'il y a une mouvance qui est complètement en train de se reconstituer et je trouve ça bien qu'on continue à creuser là-dessus. Et oui, et c'est la même chose pour le professeur Montagnier ou le professeur Henri Joyeux, c'est les gens qui sont à j'ai envie de dire leur meeting, les gens qui sont à leur réunion et qui sont fans de leurs écrits, qui signent leurs pétitions, ça regroupe à la fois les catholiques intégristes et cette tendance un peu new age, biodynamie, anthroposophie, et des gens qui se retrouvent sur pas mal de points finalement. Tout à fait. Maud, tu es passée par Sciences Toulouse, comme ça, tes amis du média, n'est-ce pas? Oui. Non, alors après Sciences Po Toulouse, j'ai passé les concours d'école de journalisme, j'ai eu Dauphine et du coup j'ai fait un apprentissage. J'avais le choix de faire le cursus en temps plein ou en alternance et j'ai choisi l'alternance parce que je voulais travailler. Et donc c'est là que je suis allée à Allo Docteur France Info en fait. J'ai créé des papiers pour eux en parallèle de mon cursus. Donc j'ai 2 masters et en même temps j'avais 2 ans de CDD dans les pattes avant d'arriver sur le marché de l'emploi. Voilà. Comment s'est ton arrivée aux médias justement? Alors, moi, je partais de chez Brut en décembre dernier et puis en même temps, j'ai vu une offre pour un poste de journaliste spécialisé dans le féminisme, dans les féminismes et dans le genre, dans la question de genre. J'ai postulé, on s'est rencontrés, c'est bien passé, mais finalement, c'était des pièges. Voilà. Et donc, depuis, je pige pour les médias, en fait, régulièrement sur ces questions-là. Ça m'a permis de faire pas mal de choses, donc c'est cool. D'accord. Et Jeanne, toi de ton côté, donc tu es stagiaire pour le moment, c'est jusqu'au mois d'août, c'est ça? Si j'ai bien compris. Oui, donc, comme Maud, j'ai vu l'annonce sur les féminismes et les questions de genre. Du coup, j'ai décidé de postuler pour mon stage de fin d'année et je reste jusqu'au 19 août. D'accord. Cette annonce, elle a du monde visiblement parce que dans une autre émission, Elsa Margarita nous disait que elle avait répondu à la même annonce, en fait, même si elle s'est proposée plutôt pour les questions d'économie. Est-ce que pour l'expérience que vous en avez, toutes les deux, travailler aux médias, ça fait une différence par rapport aux autres chaînes ou journaux avec lesquels vous avez pu collaborer? Oui, complètement. En fait, déjà, moi, il y a quelque chose qui me hérisse le poil depuis longtemps, c'est la soi-disant neutralité journalistique. L'objectivité journalistique, ça n'existe pas. Parce qu'en fait, quand on pense à la neutralité journalistique et quand on essaie de nous inculquer ça à l'école, ce qu'on veut dire, en fait, c'est le point de vue de l'homme blanc. Et donc ici, ce que j'aime bien, c'est que
on s'en fout de ça, de cette soi-disant neutralité journalistique, on est engagé, on l'assume et on fait avec, et on fait des sujets qui nous tiennent à cœur, et on ne s'embarrasse pas on n'handicape pas nos sujets avec cette notion complètement floue et arbitraire que la neutralité journalistique. Et ça, pour le coup, ça change énormément de choses par rapport aux rédactions dans lesquelles j'ai bossé par le passé, même dans une rédaction comme Brut qui se dit de gauche et qui n'est pas du tout. Ça change énormément de choses. Ah ouais, d'accord. Et toi, Jade? Moi, totalement pareil. J'ai fait plusieurs stages et notamment le dernier en date qui était à BFM TV. À BFM, même si je suis restée 2 semaines, j'ai proposé quelques sujets. On les a toujours refusés parce que déjà, de 1, j'étais stagiaire et de 2, c'était trop engagé pour BFM TV. Et là, dès que je suis arrivée aux médias, j'ai pu proposer des sujets d'enquête sur des sujets qui me tiennent vraiment à cœur et pour lesquels je milite au quotidien. Et du coup, on me les a directement acceptés. Donc, c'est ça qui... Pour continuer sur ce qu'on disait là sur l'objectivité, avec les sociaux engagés, on avait fait des petits visuels amusants où on opposait subjectivité radicale des journalistes du média à l'objectivité patronale des médias mainstream. Donc le cas échéant, si on peut reprendre des visuels de vos émissions pour faire ce genre de petits détournements, on peut vous inclure. Oui, complètement. Hein. Enfin, ça commence dès l'école de journalisme. Hein. On nous muselle, les intervenants sont parfois profondément machistes et misogynes. On nous muselle, on nous fait la morale, on nous dit qu'on n'est pas objectif. Le « on » dont je parle ici, bien entendu, c'est les hommes blancs. Et donc, on nous met des bâtons dans les roues. Bon exemple, parce que j'ai trouvé du boulot vraiment très peu de temps après l'école. Là, pour le coup, je suis plutôt précaire, oui. Et en effet, je pense que ça peut me porter préjudice dans les rédactions où je peux aller complètement. Ouais. Mais de toute façon, je ne sais pas faire autrement, donc voilà. C'est pas seulement féministe, en fait, parce que féminisme, pour moi, c'est un mot valise qui aujourd'hui est plutôt dépourvu de sens, mais on reproche d'être féministe et clairement trop à gauche pour eux aussi, c'est surtout ça, en fait. Enfin, c'est les deux ensemble. Féministe, antiraciste, antifasciste, enfin voilà, et ça va pas parce que le journaliste, il n'y a pas d'avis sur rien. Voilà. Que pensez-vous des conditions de précarité du métier? Que c'est précaire. Ouais. Nous, à l'école, on nous dit directement que si on a choisi cette formation, c'est pas pour devenir riche et voilà, quoi. Donc, on s'y prépare dès l'école et puis on nous apprend, perso, à l'IUT de Lannion, on a des cours de la première à la 2e année sur les piges. Donc, on sait que quand on va sortir de l'école, on va être pigiste ou juste précaire autrement. Et on nous dit aussi que normalement, après la sortie de l'école, on est au moins 5 ans au chômage, donc on s'y prépare. Voilà. Mais il y a plus de femmes précaires que d'hommes précaires dans le journalisme, donc c'est aussi ça qui fait peur, quoi, parce qu'on ne nous dit pas forcément, mais on le comprend, parce que nos intervenants sur les piges, c'est des femmes. Donc, Et puis aussi, il y a un chiffre qui trompe pas, il y a des chiffres qui trompent pas. Alors certes, dans la profession, si on prend la proportion d'hommes et de femmes, on est plus ou moins à parité, même s'il y a quand même plus d'hommes. Mais dans les postes à responsabilité, il y a beaucoup plus d'hommes. Ouais. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que les femmes, elles vont être en dessous, ou secrétaires de rédaction, ou à la pige, ou voilà, mais les managers seront des hommes, quasiment systématiquement. Adèle, tu avais peut-être une question après sur le féminisme des classes populaires? Oui, mais avant ça, tout à l'heure, j'ai essayé de parler et c'était Maud qui disait que finalement elle était pigiste. Et donc, c'est-à-dire que en quoi ça consiste d'être pigiste aux médias, particulièrement par rapport à un CDI et en gros, est-ce qu'elle a une commande de pige? Est-ce que tu as un nombre de piges à faire par mois, je sais pas, ou non? Oui, alors non. On va dire que c'est plutôt j'ai un sujet qui me tient à cœur, je le défends, j'essaie de le faire passer, si ça passe tant mieux, si ça passe pas tant pis. C'est plutôt comme ça que ça fonctionne à l'heure actuelle. Et puis voilà. Un budget pour un thème ou c'est pas comme ça que ça se passe? Si, ça devrait en fait, mais bon, voilà, après c'est pas de mon ressort, c'est pas vraiment comme ça au final. Ouais. D'accord. Ça devrait, oui, c'est vrai. La question qui est avec, c'est tu proposes, alors évidemment, on comprend dans ta réponse qu'il y a, on va le redire et le redire, il y a
des moyens limités aux médias, on va dire, hein, et que malheureusement, on l'a vu, on a beaucoup de journalistes qui sont jeunes, qui sont talentueux, qui ont plein de choses à dire, à vouloir raconter. Est-ce que cependant, tu participes, alors j'imagine un petit peu comme tout le monde, aux conférences de rédaction, ça va aussi pour Jade, parce que c'est intéressant, je pense que le média, il est assez inclusif là-dedans et que tout le monde est bienvenu, pas comme d'autres médias. Est-ce que quand même, vous avez une bonne écoute, vous êtes bien reçu et vous sentez que votre parole est vraiment prise en compte, même si vous n'êtes que pigiste, entre guillemets, ou que stagiaire, ou ce genre de choses? Oui, la parole, elle est forcément prise en compte, hein. Après, ça, il n'y a pas de souci. C'est des garçons adorables et très intelligents. mais bon, quand même, le fait d'être une femme parmi 10 mecs, c'est vrai que ça brouille quand même le discours, hein, ça, on va pas se le mentir. On va pas se mentir, on va pas se le cacher. Mais oui, notre parole est prise en compte, il n'y a pas de problème. Ouais. On nous demande quand même assez souvent notre avis sur certaines méthodes et certains sujets, même comment traiter des sujets et tout. Jade, c'est toi qui as eu l'idée de faire des lives sur Instagram ou on t'a proposé, que ça s'est passé comment? Parce que l'intérêt pour toi, c'est vraiment de faire des expériences et du direct, donc ça permet, j'imagine, d'acquérir tout plein de réflexes par rapport au direct. Et du coup, ça nécessite pas trop de moyens, quoi. Bon, même si on a dit qu'il y a un petit peu de lumière quand même, hein, c'est pas n'importe quoi, un petit peu comme nous à la maison, quoi. Du coup, est-ce que c'est toi qui as proposé ce format? Alors, en fait, si c'est sur Instagram, c'est aussi pour toucher une nouvelle audience et plus de monde. Notamment, je sais que sur Instagram, l'audience, elle est plus féminine, dans les chiffres en tout cas. Et que aussi l'audience, le partage est plus simple. Et puis, il y a beaucoup d'échanges entre les sphères militantes sur Instagram. Le premier live avec Grassley, oui, j'avais eu l'idée de faire un. Enfin, de base, c'était pas un live que je voulais faire. Je crois que j'avais proposé un reportage ou une interview. Mais c'est vrai que Rémi Kenzo m'avait suggéré de faire un live sur Instagram parce que ça pouvait être sympa, surtout sur ce sujet qui était d'actualité au moment du live, avec notamment la manifestation contre Monsanto. Du coup, on a testé ça et puis ensuite, on a continué, notamment avec Alice Coffin ou comme hier avec Julie Bourguin. Et voilà. Mais j'ai vu sur le forum que le format Instagram était un peu compliqué pour tout le monde aussi. Mais voilà, c'est surtout pour l'audience et aussi pour l'interaction qui est sympa sur Insta. Alors, du coup, je vais reprendre les questions de Michel. Donc, elle voulait parler en fait du féminisme d'il y a une cinquantaine d'années parce qu'elle milite depuis plus longtemps que nous. Et moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle voulait poser comme question, mais ça me fait penser à une question, comment en fait on relaie et comment on perd pas tout le travail qui était fait avant et comment on arrive à le transmettre et à faire en sorte que ça ne soit pas redécouvert à chaque fois, parce que j'ai un peu cette impression que c'est un peu comme si on redécouvrait et des fois ça peut désarçonner peut-être des féministes. Je voudrais parler d'un éventuel clivage qu'on aurait entre les féministes, on va dire, old school et celles de nos âges, déjà des mois, par exemple. C'est marrant, on en parlait hier avec des garçons à la rédaction. Il y a plusieurs clivages aujourd'hui entre les vieilles féministes, on va dire, et les nouvelles féministes. On a la transidentité, on a la question du voile et plus globalement de l'islam, et on a la question du travail du sexe. Et ça, pour le coup, c'est des choses sur lesquelles de nombreux féministes ne sont pas d'accord. Et je pense que oui, sur cette question-là, on a des féministes ancienne génération qui ne comprennent pas celles de nos âges. Des mois, on n'a pas le même âge, hein, mais bon, globalement, on a les mêmes idées. Et ouais, là, mais je pense pas qu'on perd des acquis non plus. Je pense que ces femmes peuvent peut-être penser qu'on perd des acquis, mais non, on en gagne. On va vers plus de liberté progressivement. Plus de tolérance. Plus de tolérance, et je sais pas quoi dire d'autre. Ouais. Alors déjà, Michel confirme dans le chat que c'était bien ce qu'elle souhaitait dire, hein, et que parfois elle a l'impression qu'on piétine, un pas en avant, 3 pas en arrière, dit-elle. Ouais. Donc ça se concrétise comment, cette accumulation de connaissances et d'expériences, du coup, pour avancer dans la lutte? Mais en fait, je pense qu'on fait un pas en avant, 3 pas en arrière, parce qu'il y a beaucoup de médias qui médiatisent le féminisme avec ces féministes justement qui ne comprennent pas les questions de transidentité, des travails du sexe et du voile notamment. Et du coup, ça fait beaucoup de débats
qui font que le féminisme est mal vu dans les médias et du coup, on se préoccupe plus des luttes dans la lutte féministe que des luttes pour lesquelles les féministes luttent depuis des années. Et du coup, voilà, je pense que c'est ça. Je me mets un peu. Et il y avait une question aussi, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on fait de toute cette accumulation de connaissances? C'était pas ce qu'on en fait, mais comment elle s'articule dans la lutte d'aujourd'hui, quoi. Ah oui, en dehors des... il y a une question qui revient beaucoup chez les féministes, on va dire radicales de mon âge, donc la trentaine, un peu moins. C'est qu'est-ce qu'on fait des relations hétérosexuelles? Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que quand on est tellement déconstruite à un moment, on peut plus. On n'y arrive plus, on voit trop de trucs qui vont pas. Et on est un peu désespéré. Alors, je ne sais pas quoi vous dire par rapport à ça, mais en tout cas, ça, qu'est-ce qu'on en fait? On arrive à une espèce d'impasse, en fait. Ouais. Tellement on a accumulé de connaissances là-dessus, tellement c'est déconstruit qu'à un moment, on arrive à une impasse. Et ça, c'est un malaise qui est très, très, très commun à ma génération, en tout cas, à ma génération féministe. Une question que je voulais poser aussi, c'est-à-dire que on est une génération de féministes qui creuse vraiment les questions de l'intime, du travail domestique, enfin toutes ces choses-là. Justement, le travail domestique, c'est quelque chose qui est quand même assez redécouvert. Et pendant les années 80, j'ai l'impression que ça s'était un peu oublié. Et donc, sur l'intime et tout, on creuse tellement qu'on se retrouve avec une espèce de gouffre. Enfin, moi, avec mon conjoint, des fois, je veux dire que c'est hyper tendu parce qu'il y a un gouffre. Nous, on continue on finit par tout voir et ça devient insupportable pour les deux. Et ça, c'est vrai que il y a un impact et du coup, c'est une réactance. C'est vraiment un sujet qui est dans le féminisme. Je trouve qu'on l'aborde pas assez, ça. C'est-à-dire que les féministes qui sont à fond dans la recherche et tout pour déconstruire, elles se retrouvent face à des murs dans l'intime. En fait, c'est marrant parce que ce que tu appelles à très juste titre travail domestique, ça a été rebrandé d'une manière très très marketing et très très légère, charge mentale. et en fait, quand on a inventé le concept de charge mentale, tout de suite, ça a parlé à beaucoup de monde, il y a eu des bouquins là-dessus, parce que c'était léger, c'était un peu Startup Nation, ce genre de vocabulaire-là, alors qu'on parle de travail domestique. Et j'ai l'impression qu'en rebrandant ça un peu sous le terme de charge mentale, ça passe un peu mieux. Il y a certains hommes qui acceptent un peu le dialogue là-dessus. Alors peut-être que ça passe par ce genre d'outils-là, justement, vulgariser certaines choses, faire des anglicismes, je sais pas, c'est une piste intéressante, je pense, mais oui, en tout cas, même les mecs qui ont une trentaine d'années aujourd'hui, même ceux qui se disent alliés du féminisme, sont dans les faits pas forcément très, très égalitaires dans leur vie, quoi. Et personnellement, après, je pense pas que je cherche trop de ta vision, mais dans la génération 20-25 ans, on se questionne beaucoup sur le lesbianisme politique en ce moment, pour sortir de l'hétérosexualité, justement, et aussi sur la non-mixité, traîner qu'entre filles, et s'exclure de toute relation avec les hommes pour éviter d'avoir justement cette charge mentale de les éduquer, entre guillemets, sur le féminisme. Et aujourd'hui, on ne croit plus trop non plus à la notion d'allié, en fait. Parce qu'on se rend compte que chaque allié homme qu'on a, au final, s'éduque à travers nous, donc nous utilise pour s'éduquer. C'est du travail bénévole. Ouais, voilà, du travail bénévole. Et en même temps, quand on a des débats avec eux, ils nous disent oui, mais vous voyez, je traîne avec vous et vous êtes féministe. Et moi aussi, je suis féministe parce que je participe à vos débats, mais je suis d'accord avec vous. Mais par contre, quand on leur dit qu'ils font quelque chose de très problématique, ça ne remet pas en question. Et donc, la question du lesbianisme politique aujourd'hui, elle est super intéressante. Et justement, avec Alice Coffin, on avait abordé le sujet. Et franchement, ça fait se remettre beaucoup en question sur les relations hétérosexuelles. Et j'ai beaucoup de personnes de mon entourage femmes aujourd'hui qui sont en couple avec un homme, qui se disent après mon copain, si on se sépare, moi je vais vers les femmes, quoi. Alors, juste, il y a Michel qui confirme, qui dit ah non, pardon, c'est pas Michel, c'est Thierry Titi qui dit Angela Davis est encore là
et elle est prête à partager les avancées d'une certaine ancienne génération de féministes autres que le MLF. Ah bah bien sûr, bien sûr. Non mais en fait c'est parce que on en avait parlé avant avec les filles et on avait parlé évoqué la notion de white feminism justement. Du coup moi j'étais partie là-dessus, mais effectivement que encore heureux, on avait des Angela Davis et pas forcément que du MLF quoi. Encore heureux, évidemment. Adèle, pardon, je crois que je t'ai coupé la parole. Ouais, je crois que c'est ça elle voulait parler du MLF, il me semble. Michel, elle voulait. Mais tant pis, je sais pas qu'est-ce qu'elle voulait dire. Mais du coup, qu'est-ce que j'avais une autre question. Sinon, c'est vrai que le féminisme et les classes populaires, c'est quelque chose aussi. Il y a aussi un gouffre, et c'est vrai que l'émission que tu avais faite, Maude, du coup, je trouvais que ça allait un petit peu dans ce sens-là. C'était sur les classes, enfin sur les femmes dans la ruralité et les jeunes femmes dans la ruralité. Ouais. Mais il y a tout un impensé là aussi. Les femmes qui sont exploitées sont invisibilisées de toute façon. Et donc, moi, je trouve que c'est super intéressant que vous creusiez encore là-dessus parce que. En fait, le féminisme, il a été un peu confisqué par la bourgeoisie blanche et ça, c'est hyper gênant. C'est hyper gênant dans la manière après qu'on peut avoir d'articuler les luttes. C'est gênant et c'est pour ça que le travail de Yael Amsalem-Mingui, pour le coup, sur son bouquin, était hyper nécessaire. C'était pas un ouvrage foncièrement féministe en soi, c'était de la sociologie, donc c'était juste de l'observation, mais comment dire, il y a des problématiques qui sont propres à ces milieux-là, qui sont pas les mêmes que celles qu'on peut avoir nous, journalistes à Paris, quoi. Et il faut en parler, ça c'est clair, et on en parle pas assez. Alors Michel souhaitait aussi évoquer la grande bataille qui vient de loin, du coup un petit peu du planning familial et qui reste à mener même, j'ai l'impression, j'ai envie de dire en tant qu'observateur, il y a un petit peu des mouvements contraires qui se mettent en place dans les milieux réactionnaires. Et donc elle voulait évoquer ça, les premières batailles qui ont été la réappropriation du corps des femmes par les femmes, le droit à l'avortement, la contraception, et il y a des choses qui sont, j'ai l'impression, remises en cause alors qu'on aurait pu les croire acquises, et elles sont remises en cause aujourd'hui. Il y a une espèce de mouvement un petit peu rétrograde. En fait, je vois de quoi tu veux parler. À mon avis, tu parles de la pilule. Alors, je parle de rien du tout. Je plagie. Alors, la pilule, oui, c'est intéressant en termes de contraception parce que c'est quand même, je veux dire, c'est quand même un instrument 100% d'invention masculine. J'ai l'impression. La contraception, c'est ma spécialisation pendant longtemps. En fait, c'est compliqué parce que oui, la pilule, c'est un actif fondamental, mais vraiment fondamental. Sauf que à l'heure actuelle, il n'existe aucune contraception masculine. Alors oui, on a la capote, mais la capote, c'est pas du tout aussi fiable. Il y a le slip chauffant aussi. Le slip chauffant, mais oui, pareil. Mais ça, ne le veulent pas. Non, mais ça, c'est pas très efficace et c'est pas du tout abouti. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on a les moyens de le faire. On a les moyens de mettre en place une pilule contraceptive pour hommes. On le fait pas pour des raisons économiques, pour des raisons culturelles, pour des raisons sociétales. Bref, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui remettent en cause la pilule parce qu'elles voient pas pourquoi ce serait elles qui sont fertiles seulement, on va dire 6 jours par mois, qui devraient s'occuper de leur contraception, alors que vous, de base, vous, les hommes, vous êtes fertiles toute votre life. Du coup, il y a ce mouvement-là de pourquoi est-ce qu'on se gaverait d'hormones toute notre vie. Mais après, c'est vrai que, en l'occurrence, la pilule, c'est quand même une putain d'invention. Et c'est vrai qu'il y a une espèce d'incompréhension entre les deux camps, avec beaucoup de gynécologues qui refusent de prescrire autre chose aussi aux femmes que la pilule, alors qu'elles pourraient très bien aller vers un stérilet, typiquement. Les gynécologues aussi ont beaucoup de mensonges, parfois, en disant qu'un stérilet ne peut pas être posé à une femme nulle part. C'est faux. Moi, j'en ai un, typiquement. Bref, il y a beaucoup aussi de femmes qui vont remettre en cause la pilule et ça va irriter les femmes qui se sont battues pour cette pilule. Et ces deux camps qui sont très opposés aujourd'hui, alors que les deux ont des arguments hyper valables. Et donc, il y a un beau travail de réconciliation à faire par rapport à cette question-là, je pense. Même sur l'avortement, il y a quand même en ce moment une espèce de retour, mais c'est dans le monde occidental. Sur l'avortement, là, il y a des vents contraires quand même. On est un peu désarçonné en fait qu'on soit encore obligé d'argumenter sur le droit à l'avortement. Surtout que dans le débat sur le droit à l'avortement, c'est encore une fois les hommes qui sont invités. Oui, alors ce que je voulais dire sur les mouvements rétrogrades un petit peu, c'est ça, c'est cette tendance-là. On voit qu'il y avait
l'avortement qui était légal dans certains pays et qui finalement ne l'est plus, où les conditions sont restrictives. Et il y a une espèce de retour dans le passé, mais dans le mauvais passé, quoi. Et en même temps, je trouve que cette réactance, pour employer le mot qu'a utilisé Adèle et qui est vrai là-dessus, est-ce qu'il se manifeste pas aussi de façon très moderne dans le mouvement masculiniste? On comprend bien que le terme est forgé sur féministe, donc du coup, il serait logique qu'il y ait une pensée masculiniste et qu'on fasse une espèce on crée une relativité. Si les femmes se battent pour elles, il est logique que les hommes se battent pour eux et qu'il y ait un mouvement masculiniste, quoi. Et quand on y réfléchit, ça paraît extrêmement rétrograde et réactionnaire. Non, mais surtout c'est débile en fait, parce qu'ils n'ont rien compris, parce que le féminisme s'est construit justement face au patriarcat. C'est le patriarcat qui nous oppressait, donc on a créé ce féminisme-là pour se protéger. Il n'y a pas de raison de se protéger par rapport à quelque chose qui nous protège en fait, c'est complètement con. Et ces mecs-là pensent que puisqu'on a construit un mot qui est sur la même racine, et du coup c'est équivalent. Pas du tout, c'est comme la misandrie, c'est pas la misogynie. Et ça, c'est en fait c'est des notions de base. Oui, bien sûr. Non, mais voilà, il n'y a même pas de débat à avoir là-dessus, c'est juste des teubés, quoi. Oui, mais c'est un mouvement général finalement qui prend de plus en plus de place et dans l'esprit on le voit ailleurs, hein, on le voit peut-être dans la montée des idées patriotiques de la vieille France ou des vieux pays, puisque dans l'Europe de l'Est, dans certains pays d'Europe de l'Est, c'est pareil. On le voit dans la réaction face à la science aussi, avec toutes les histoires qu'il y a pu avoir sur les anti-vaccins, les choses comme ça. Une espèce de lame de fond, un déni total, alors qu'on imagine de la part des hommes, puisque c'est eux qui sont au pouvoir, on va dire clairement. Et c'est une espèce de réactance, hein, c'est vraiment le mot, face à tout ce que les femmes mettent sur le visage des hommes pour leur montrer la réalité, quoi. Il y a un déni total et une réaction violente. Oui, c'est violent. C'est justement parce qu'ils détiennent le pouvoir qu'ils ne veulent pas le rendre et qu'ils feront tout pour le nier. Hein. Le combat féministe vise quand même à faire perdre des droits aux hommes pour nous en faire gagner. Donc en fait, vous n'avez rien à y gagner. Donc il faut arrêter de se mentir. Et il y en a qui ont bien compris ça et qui sont prêts à prendre les armes pour garder leur privilège. Alors ça peut peut-être nous amener à la dernière émission, Maud, que tu as faite. Tu recevais Iban Raïs, qui a fait ce livre absolument incroyable, enfin qui raconte des choses qu'on pensait complètement oubliées. Et finalement, on se rend compte que non seulement la réaction est bien vive chez les vieux blancs, hein, comme tu disais, chez Zemmour, chez toute cette bande-là, chez Pascal Praud, mais que les jeunes aussi les jeunes garçons de la bourgeoisie sont biberonnés à cet état d'esprit absolument dégueulasse, quoi. Ouais, bien sûr. Alors moi, j'ai fait Sciences Po, donc c'est assez toxique, beaucoup moins que les écoles de commerce quand même. C'est pas le même état d'esprit. Il y a quand même eu des choses assez dégueulasses, mais bon, c'est pas le 10e de ce que a pu documenter Iban. Et oui, et c'est pas du tout quelque chose de générationnel. Hein, pour le coup, c'est tous les âges. Hein. Vraiment, ça, il n'y a pas de vieux, de jeunes. Non, c'est partout. Hein. C'est partout. Et dans toutes les classes sociales. C'est quelque chose qu'on aurait pu croire banni avec la fin des bisutages et tout ça. Et pardon, Adèle, vas-y. Oui, j'avais pas vu que tu parlais. Que Iban est invité au Figaro. Je crois que c'est sur Twitch Figaro. Quand même, c'est des enquêtes qui sont qui vont mettre les gens devant leur conneries, quoi. Et donc c'est vraiment une super enquête. Je trouve que c'est très bien, que ça a l'air de bien infuser quand même là. Et donc dans le Figaro quand même, quoi. Alors la question, c'est de la stratégie, justement. Est-ce que on pourrait se demander à un moment, puisque plus on en parle, moins ça a l'air d'aller bien. C'était une thématique aussi à aborder. Comment on peut vraiment faire évoluer les mentalités dans les médias? Est-ce que c'est une bonne stratégie, entre guillemets? Alors d'en parler, on peut supposer que oui, mais est-ce que en parler et en parler et en parler, ça aide le changement d'état d'esprit? Est-ce que ça suffit? Et d'une façon générale, Michel, vous souhaitez poser la question sur le LGBT+, toutes les lettres. Comment on peut les traiter? Comment on peut faire de la pédagogie? Comment on peut faire de la vulgarisation? Parce qu'on a l'impression que si on se contente de dire les choses, il y a un blocage, un rejet, un déni. Moi, je dirais oui et non. En fait, dans le sens où oui, parce que plus on en parle, plus ça va devenir des choses normales.
les gens ils vont dire ah oui tiens bah ça j'en ai déjà entendu parler, d'ailleurs il y a un nouvel article sur ça. Mais le problème c'est comme on l'a vu avec par exemple pour les questions LGBTQIA+, par exemple, les commentaires qu'il y a sous les publications de ce genre d'articles, c'est des commentaires qui soit dénigrent le fait que, par exemple, il y a trop de lettres dans le sigle LGBTQIA+, mais qui ne remettent pas en question la personne, les propos des personnes qui parlent. Il y a aussi des commentaires très transphobes, par exemple, sur ces vidéos. Et l'exemple que je peux donner, c'est les affiches de prévention contre les LGBTQIA+ phobie qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, avec oui, mon pote est gay, oui, ma coloc est trans et tout. En fait, ça montre qu'il y a une avancée dans les prises de parole sur ces questions, mais ça montre aussi qu'on est hyper en retard. Genre, jamais on aurait des affiches comme ça en disant oui, mon pote est hétéro, oui, ma coloc est hétéro, et cisgenre. Et en fait, je pense que la France est en retard sur les questions de féminisme et de genre, mais qu'en même temps, il y a certains médias qui sont en avance, entre guillemets, sur ces questions ou qui sont juste à l'heure sur ces questions. Et que, à l'heure, carrément. Et que, du coup, ça fait poids des deux côtés et que les gens qui lisent les articles sur les médias qui sont à l'heure sur ce genre de questions sont en retard en fait dessus, et du coup ça fait qu'il y a une incompréhension des deux côtés. Et je pense que plus on les traite, plus il y aura une avancée là-dessus. Mais pour l'instant, il faut que la France rattrape son retard sur toutes ces questions. Et notamment au niveau déjà des lois, ça avancerait pas mal si les lois étaient mieux appliquées. Et dans les médias, on aurait moins à parler de questions comme ça si les lois étaient mieux appliquées, notamment sur les féminicides, par exemple. Mais encore une fois, comme disait Maud, pour les médias et le traitement de ce genre de questions, déjà en école de journalisme, on nous bloque. Personnellement, dans mon école, on ne me bloque pas d'en parler, mais c'est pas la majorité des écoles. La majorité des écoles bloquent les journalistes féministes à parler de ce genre de sujet, donc forcément, on n'avance pas, quoi. Adèle, je crois que j'avais l'impression que tu voulais réagir ou prolonger. Oui, justement, moi j'avais trouvé ça super, les petits visuels sur qu'est-ce que ça veut dire LGBT. QIA+, il y a plein de gens qui savent même pas qu'est-ce que ça veut dire en fait, quoi. LGBT pour eux c'est homo, quoi. C'est, ou je sais pas, c'est et ils se rendent même pas compte que c'est une lutte, que c'est et donc j'ai trouvé ça super bien, les petites et pour moi ça il faut le diffuser, tout ce qu'il faut, tout ce qu'on peut diffuser là, c'est comme les podcasts, c'est comme les livres, il faut toujours encourager ça. Après, même comme ça, si les lois ne suivent pas, voilà, c'est des choses qui vont ensemble. Je pense pas qu'on puisse les opposer. Donc voilà, ça va ensemble. La loi se fait aussi avec ce qui se passe dans la société. Donc voilà, c'est sûr, continuons à en parler et surtout continuons à en parler aux médias. Moi, je trouve ça bien là quand même. On a eu une période pas suffisamment sur les questions féministes et donc là, ça fait quand même du bien qu'on ait ça aux médias maintenant. Voilà. Alors, tu as parlé de livres, notamment. C'est très intéressant parce que la dernière partie de l'émission avait été construite un petit peu sur des propositions, des conseils de lecture. Moi, je vais parler du livre qui m'a le plus amené vers le mouvement féministe, on va dire, à me déconstruire encore plus. Parce qu'au lycée, c'est vrai que j'avais pas ces notions de féminisme. Je les avais un petit peu grâce aux réseaux sociaux, mais pas totalement déconstruit. Et puis, j'ai une copine qui m'a prêté King Kong Theory de Virginie Despentes. Et là, genre vraiment. Donc, ce livre, je l'ai lu déjà en une journée, même pas, en quelques heures. Et ça m'a bouleversée sur déjà l'écriture, parce que Virginie Despentes, elle est très crue dans son écriture, donc c'est tout cool. Il y a certains points dans le livre, je ne saurais pas hésiter, parce que ça doit faire 2 ans que je l'ai lu, avec lesquels je ne serais pas d'accord aujourd'hui. Mais c'est vrai que ce livre a vraiment changé ma vision du mouvement féministe. Et un dernier livre que, je ne vais pas trop argumenter, mais c'est surtout le féminisme décolonial aussi, parce que aujourd'hui, on est quand même majoritairement dans un féminisme qui est blanc, qui est bourgeois, et je pense que même si dans certains pays c'est pire, il faut décoloniser le féminisme. On a les mêmes lectures.
Alors, c'est pas forcément le livre qui m'a le plus marqué, mais là, je pense tout de suite à cette année, il y a eu Le génie lesbien qui est sorti, qui était dingo. Ça parle pas que de féminisme, ça parle aussi de neutralité dans le journalisme, on en a parlé tout à l'heure. C'est du féminisme radical, donc c'est pas du féminisme de salon, quoi, on va dire. C'est pas du féminisme pour vous faire plaisir et pour bien passer à la télé. C'est du féminisme qui veut conquérir le pouvoir, et c'est du féminisme qui veut se défendre de manière efficace. Ça m'a vraiment, vraiment retenté de lire ça. Ça parle aussi de la place des lesbiennes qui sont complètement visibilisées dans la lutte LGBT. C'est très important d'en parler parce que qui on voit en tête de cortège, qui on voit sur les plateaux, c'est toujours les mecs gays. Les lesbiennes, on les voit jamais. Déjà, lesbienne, rien que le mot lesbienne, il est toujours associé à du porno quand on le cherche sur Internet. Bon, ça, déjà, c'est pas normal. Donc, ce livre-là, cette année, m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et sinon, globalement, j'avais lu un bouquin vraiment pas mal que j'avais mis dans la liste aussi. Alors, on va parler d'un homme cette fois-ci, qui s'appelle Martin Page. Ils sont rares, les alliés, on peut les compter sur les doigts d'une main, je pense, mais Martin Page en fait partie. Martin Page, il a fondé sa toute petite maison d'édition avec sa femme. C'est un homme blanc, hétérosexuel pour le coup, et il s'est déconstruit lui-même dans sa sexualité et s'est rendu compte que toute la sexualité hétérosexuelle était basée autour de la pénétration. Donc, c'est-à-dire que depuis qu'on est petite, par rapport aux films qu'on peut voir, par rapport aux livres qu'on peut lire, par rapport aux musiques qu'on peut écouter, on a dans notre cerveau gravé en mémoire le fait qu'une relation sexuelle, c'est forcément une pénétration et ça s'arrête à l'éjaculation de l'homme. Ça, c'est pas vrai. Et les gens sont en train de s'en rendre compte un peu lentement, mais déjà, dans l'accès à l'orgasme, c'est complètement inégalitaire. Tous les hommes y ont déjà eu accès et assez peu de femmes au final, tout ça parce que finalement, en fait, on ne sait pas faire l'amour entre personnes hétérosexuelles. Ce livre-là est super. La première partie, c'est lui qui se déconstruit lui-même, et la deuxième partie, c'est des témoignages. Beaucoup de femmes y ont écrit notamment. Et je trouve ça hyper sensible, hyper vrai et hyper touchant, et je le conseille à tout le monde. Martin Page qui est aussi très présent sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, et qui dit toujours des choses intéressantes. Ouais. Alors, j'ai une question sur Virginie Despentes. Tout à l'heure, Jade, tu as parlé de King Kong Theory. Dans la liste qui a été établie pour l'émission, il y avait aussi la trilogie Subutex. Alors, là, pour le coup, j'ai l'impression... Antoine Oui. Non, rien. Avec un certain Antoine. C'est ça. Alors, j'ai l'impression quand même cette série d'histoires, elle se passe pour le coup dans un milieu bien parisien, un peu bourgeois aussi. Et où est le combat féministe dans cette trilogie? Alors, en fait, là, pour le coup, c'était pas spécialement féministe ou quoi. C'était comme c'était les livres qu'on aimait en général, je l'ai mis parce que je suis fan de Despentes. Ah, d'accord. fan de Despentes. Et puis je lis pas que des livres féministes, hein. Faut pas croire, je lis d'autres choses et je vois d'autres choses. Et pour le coup, c'est pas que bourgeois, hein. Alors oui, ça se passe dans un milieu parisien, mais il faut pas oublier que dans Vernon, il y a la parole de SDF, de néo-nazis, d'un homme qui bat sa femme, de prolétaires. Alors oui, il y a des traders, oui, il y a des journalistes, oui, il y a des éditeurs, mais il y a tout le monde en fait, il y a tout le monde. C'est cru, comme disait Jade, c'est hallucinant comme bouquin. Enfin, ces 3 livres, je les ai dévorés. C'est une vision de la société qui est sans concession et qui est archi vraie et un peu dégueu aussi, mais c'est comme ça qu'est la société. Donc, Alors, moi, je me souviens avoir eu l'impression dans ce livre que tout le monde prend de la coke. Non, c'est pas vrai. C'est un mauvais souvenir alors que j'ai. Enfin, sur King Kong Theory, je crois que n'importe quelle femme en tout cas qui a lu ce livre s'est pris une claque. Et moi, c'est le conseil, ou c'est le livre que je donne à toutes les jeunes femmes qui sont un petit peu plus jeunes que moi et aux copines qui sont pas forcément hyper dans la lutte et tout ça. Je l'offre à tout le monde parce que c'est une claque. Alors oui, c'est vrai que maintenant, avec le recul, il y a certaines choses. Je l'ai lu il y a, je pense, 7-8 ans et il y a quelques petites choses, mais franchement, ça bouleverse tout, quoi. Et c'est à ce moment-là que je me suis mise à réfléchir vraiment bien sur ces questions-là. Et moi, je vais te proposer aussi 2 livres, je les ai. Alors, c'est Notre corps nous-mêmes. Je sais pas si vous me voyez. On te voit. Oui, très bien. Et ça fait, voilà, quand on a des questions sur son corps, en tout cas, on peut commencer par là. Moi, je le feuillette souvent quand j'ai un truc sur la ménopause, sur les règles, sur les accouchements, il y a plein de références, plein de personnes, plein d'associations qu'on peut contacter. C'est vraiment un super. C'est une réédition. Il y a une réédition en plus là.
C'est vraiment super. Et ce dont on avait parlé un petit peu tout à l'heure sur le travail domestique et surtout sur le travail reproductif, qui est encore moins reconnu que le travail domestique. Silvia Federici et le capitalisme patriarcal, c'est super. C'est assez accessible, en tout cas plus que Caliban et la sorcière. Voilà, sur le travail reproductif, et l'impensé de Marx sur le travail reproductif, c'est, moi je trouve que vraiment, c'est aussi une grosse claque. Voilà. Ouais. Alors, dans la liste, il y a aussi, je vois 2 ouvrages de Mona Chollet, qui est quand même quelqu'un qui compte aussi un petit peu, qui est journaliste notamment au Monde diplomatique. Et parmi les 2 livres, il y a Sorcière, qui est un livre qui retrace un petit peu l'histoire des mouvements de femmes qui s'incarnent entre guillemets dans les sorcières, et puis aussi les vraies sorcières du Moyen-Âge, comment elles ont traité, comment elles ont été traitées, etc. Aujourd'hui, il y a des mouvements de witches, de sorcières, un petit peu, pas mal dans les pays anglo-saxons, on va dire, ou anglophones, mais pas seulement. Et puis, on voit aussi que certains de ces mouvements sont un petit peu du côté aussi de l'ésotérisme. Il y a des choses qui peuvent un petit peu brouiller le message sur des façons de faire, voilà, ésotériques, un petit peu compliquées peut-être à comprendre. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire des choses là-dessus? Sur les mouvements de sorcières maintenant et dont parle Mona Chollet dans son bouquin, c'est ça? Oui, par exemple, parce que on se dit, c'est une bonne idée de revendiquer l'image de la sorcière qui a été extrêmement maltraitée auparavant, et en même temps on se dit, ouais, mais bon, est-ce qu'il n'y a pas de dérive possible? Alors en fait, il y a plusieurs choses là-dedans, c'est que il y a une réappropriation blanche de la notion de la sorcière qui est archi gênante. Déjà parce que il y a tout un pan du white feminism qui se dit witch, avec ce slogan qu'on voit beaucoup en manif: nous sommes les petites filles sorcières que vous n'avez pas pu brûler. Toutes les filles qui brandissent ces pancartes-là, on doute fort que leur grand-mère ait été des sorcières ou des personnes dans la résistance. Enfin, j'en doute fort. Je dis ça comme ça, mais je veux dire que les sorcières, c'est quand même beaucoup aussi c'est aussi la culture tzigane, la culture vaudou, la culture africaine. Il y a une réappropriation complètement blanche de ce mouvement-là. Qui me gêne personnellement, et une dépossession du sens de ce terme, quand on voit quand même une Marlène Schiappa ou d'autres femmes comme elle se disent sorcières, on sent que ça veut plus rien dire en fait. Et alors que de base c'était quand même une figure forte, la figure de la femme qui résiste, la figure de la femme qui se fait brûler en fait pour ses convictions. Et donc un terme complètement dépossédé de son sens aujourd'hui, et je dis pas ça du tout pour le bouquin de Mona Chollet qui est super et qui est génial, mais voilà, pareil, son bouquin, pas mal de meufs le sont réappropriés aussi pour le vider de son sens, je trouve. Moi je suis quand même tolérante par rapport à ça, parce que le stigmate, c'était moyen de retourner le stigmate aussi, quoi. Après maintenant, oui, ça fait mainstream maintenant, on va dire, mais quand même ça a aussi permis d'arrêter qu'on traite toutes les nanas de sorcières dès qu'elles étaient un peu en colère. Et sur les sorcières aussi, on voit aussi du coup un espèce de ça va un peu avec l'écoféminisme, et il y a quand même une petite moi j'ai une critique sur l'écoféminisme qui quand même ressemble, enfin, va beaucoup vers le New Age. Et justement, la femme mère, la femme mère nature et tout ça, aussi, on peut, je pense que. La terre-mère. Ouais, la terre-mère, tout ça. La Pachamama. La mère nourricière et tout. Bon. Donc, j'ai pas lu le livre de Mona Chollet, donc il faut que je le lise, mais. Est-ce que le féminisme, du coup, n'est pas sujet aux mêmes déviances possibles ou dérives que l'écologie, et puis tout mouvement politique, en fait, qui est toujours récupéré par le capitalisme, l'obscurantisme, le confusionnisme. Ouais. Enfin bon, ouais. c'est quand toujours. On voit que Dior peut lancer un t-shirt à 800 €, juste un t-shirt blanc avec marqué "We should all be feminists", on voit que ça est complètement récupéré, et quand on voit Laetitia Castal porter un une de elle, par exemple, on se rend compte que ce terme, il ne veut plus rien dire aujourd'hui. Et enfin, c'est un peu le reproche que je pourrais faire au terme de sorcière actuellement, alors que de base, c'est quand même la figure forte par excellence, quoi. Et que oui, il faut qu'on se la réapproprie, mais il ne faut pas qu'on la dépolitise non plus. Je pense que je ne veux pas intervenir dans la fin du débat, mais je trouve que c'est une belle fin quand même. Une belle conclusion, oui.
Ah, c'est une belle conclusion. Si vous en êtes d'accord, on va dire qu'il est l'heure de remercier Cory. Et quand c'est l'heure de remercier Cory, c'est que c'est la fin de l'émission. Regardez, il faut dire au revoir. Au revoir. Salut, mais c'est Irving. Mais oui, c'est Irving, encore lui. Irving, ton tour viendra. On t'avait envoyé un mail, je crois, Irving. On attend une réponse. Ah, vous l'avez envoyé? Il vous a ghosté. Alors, écoute, bienvenue, on allait partir. Hein. Donc, je disais qu'il est l'heure de remercier Cory, et quand il est l'heure de remercier Cory, c'est que l'émission touche à sa fin. Alors, je n'ai pas mes notes pour faire semblant d'avoir une parole fluide, donc je vais essayer de le faire de mémoire. Vous savez que vous pouvez suivre le média et vous pouvez aussi suivre les socios engagés sur à peu près tous les réseaux sociaux. Alors, on va dire Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, bien sûr, Instagram, Mastodon. Le média diffuse aussi un lien vers ses émissions sur Mastodon. N'oubliez pas que le meilleur moyen pour faire vivre le média, c'est de devenir sociaux ou sociétaire à partir de 5 € par mois. Si vous voulez plus d'émissions de Jade, plus d'émissions de mode, plus de mode, plus, attention, pas d'émission de mode, et encore, pourquoi pas. Voilà, donc n'oubliez pas, pour 5 € par mois, vous pouvez devenir participant du média, vous pourrez participer à tous les débats. On a besoin d'un maximum de gens. Donc, merci beaucoup, merci à Jade, merci à Maud, merci à Michel, et surtout merci à Adèle. Merci Adèle pour cette première. J'espère que nous on trouve que ça s'est bien passé. J'espère que on aura l'occasion de te recevoir à nouveau. Et puis, écoutez, on vous souhaite une bonne soirée et allez, on se laisse, on se quitte en musique comme d'habitude. À bientôt. Salut tout le monde. Ciao. Ciao.